Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va discuter la correction des exercices de la physique de l'examen national 2020, session de rattrapage. Donc, l'exercice numéro 2, c'est-à-dire l'exercice numéro 1 de la physique, concerne les ondes et les transformations nucléaires. Donc, la partie 1 concerne les ondes mécaniques et électromagnétiques. Donc la question 1, donnez le nombre d'affirmations justes parmi les affirmations suivantes. A. Les ultrasons sont des ondes longitudinales. Donc cette affirmation est juste, car les ultrasons, comme les ondes sonores, comme les ondes infrasonores, sont des ondes mécaniques longitudinales. B. Les ultrasons sont des ondes électromagnétiques. Donc fausse. La fréquence d'une onde ultrasonore varie en passant de l'air à l'eau. Donc la fréquence d'une onde, quelle que soit l'onde mécanique ou électromagnétique, reste constante lorsqu'on passe d'un milieu à l'autre. D. Si on double la fréquence d'une onde sinusoïdale dans un milieu non dispersif, alors la vitesse de propagation est divisée par 2. Donc fausse, car dans un milieu non dispersif, la vitesse de propagation est constante, quelle que soit la valeur de la fréquence. Donc la vitesse de propagation indépendante de la fréquence. La question 2. Recopiez sur votre copie le numéro de la question, écrire à côté parmi les 4 réponses proposées la réponse juste. Donc, il y a 4 propositions. Lors de la propagation d'une onde mécanique progressive, il y a transfert de la matière. Donc, fausse. Une onde mécanique à la surface de l'eau peut transporter un objet flottant. Fausse. Car une onde mécanique à la surface d'eau est une onde mécanique transversale. Donc, chaque point de la surface d'eau se déplace vers le haut et revient à sa place initiale. Donc l'objet flottant aussi va se déplacer vers le haut et revient à sa place initiale. Donc l'objet flottant ne peut pas se transporter ou se déplacer avec l'onde. La troisième proposition, une onde sonore se propage dans le vide. Fausse, car l'onde sonore est une onde mécanique, nécessite un milieu matériel pour la propagation. Troisièmement, lors de la diffraction d'une onde mécanique progressive périodique, sa fréquence ne change pas. Vrai, la fréquence et la longueur d'onde d'une onde ne se changent pas lors de la diffraction. La question 2. Le son émis par un haut-parleur est une onde mécanique longitudinale. Vrai. Donc les 3 propositions, les autres propositions sont fausses. 3. Un faisceau laser de fréquence F1 éclaire une fente verticale de largeur A, on place un écran, etc. Donc la question 3.1, faire le schéma du montage et de la figure de diffraction en faisant apparaître l'écart angulaire. La question 3.2, trouver la valeur de la largeur A. La question 3.3, on change le faisceau laser par une source lumineuse émettant une lumière monochromatique. Comment la largeur de la tâche centrale de la figure de diffraction va-t-il varier? Justifiez la réponse. Donc la question 3.1, le schéma de la diffraction. Donc une source laser, une fente de largeur A, donc les tâches de diffraction ou la figure de diffraction. Donc l'écart angulaire, c'est l'angle entre la direction principale et la direction qui passe par la première extinction ou les bornes de la tâche centrale. Et comme vous savez, les figures de la diffraction sont perpendiculaires à la direction de la fente. Donc les figures de diffraction sont perpendiculaires à la direction de la fente. La question 3.2, la valeur de la largeur A. Donc on sait que expérimentalement, θ égale lambda sur A, et graphiquement, tangent θ égale
L sur 2D. Et comme θ égale tangente θ, on a lambda sur A égale L sur 2D. Donc, A égale lambda fois 2D sur L. Donc, les données, il y a la fréquence et il y a lambda. On va remplacer lambda par la fréquence et la vitesse de la lumière. Et on trouve la valeur de A. La question 3.3, la largeur de la nouvelle tâche centrale. Donc, on sait que L égale lambda fois 2D sur A. Donc, A est constante, D est constante. Donc, la largeur de la tâche centrale augmente lorsqu'on augmente lambda. Donc, on va comparer lambda 2 avec lambda 1. Et si lambda 2 est supérieur à lambda 1, donc la tâche centrale augmente. Si lambda 2 inférieur à lambda 1, la largeur de la tâche centrale diminue. La partie 2 concerne la radioactivité. Donc la question 1, écrire l'équation de désintégration du noyau de polonium. C'est un noyau radioactif alpha. La question 2.1, calculer l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau. La question 2.2, déduire l'énergie libérée par un échantillon. La question 3, un laboratoire reçoit un échantillon. Après une durée delta t, son activité diminue de 5%. Déterminer la valeur de T1,5. La question 4, calculer en grammes la masse maximale du polonium que peut supporter le corps humain. Donc la question 1, l'équation de la désintégration, donc polonium, nous donne le plomb plus l'hélium 2,4. Donc alpha, c'est un noyau de l'hélium 2,4. Et selon les lois de la conservation, donc 84 égale 82 plus 2 et 206 plus 4 égale 210. La question de 1, l'énergie libérée par cette réaction. Donc l'énergie libérée, E1 égale la valeur absolue de delta M fois C carré égale la masse des produits moins la masse des réactifs fois C carré, la valeur absolue. On obtient E1 égale 4,84 ou 95. La question 2.2, l'énergie libérée par la masse M. Donc E2 égale le nombre de noyaux désintégrés fois E1. Donc c'est la masse sur la masse d'un seul noyau. Donc la masse 10 grammes sur 209,9 fois 1,67 10 à la puissance moins 27. Les deux masses doivent être en même unité. Donc les deux masses sont exprimées avec, en kilogrammes. Donc fois E1, 4, ou 5, fois 1,6 10 à la puissance moins 13. La question 3, détermination du temps de demi-vie. Donc on sait que A égale A0 l'exponentielle moins lambda t. Donc A à l'instant T1 diminue de 5%. Donc il reste 90%, 95%. On remplace. Donc 0,95 égale l'exponentielle moins lambda t. Log népérien 0,95 égale. Donc enfin on obtient que T1,5 égale 138 jours. La question 4, la masse maximale. Donc l'activité maximale égale lambda fois le nombre de noyaux maximal. Donc A maximal égale lambda fois la masse maximale sur la masse d'un seul noyau. Donc la masse maximale égale A max fois la masse sur lambda. Donc le nombre de noyaux, soit la masse sur la masse d'un noyau, soit la masse sur la masse molaire fois Na. Donc on remplace lambda par Ln de 2 fois T1,5. Dans cette expression, T1,5 doit être en secondes. L'activité en becquerel, donc le temps doit être en secondes. La partie de l'exercice de la physique ou l'exercice de l'électricité. Donc un circuit contenant un condensateur, un résistor, un générateur, un autre résistor et une bobine. Donc la partie 1, on ferme l'interrupteur, on bascule l'interrupteur à la position 1. 1, établir l'équation différentielle. 1, 2,
détermination des constantes qui figurent dans la solution. La question 1-2, les courbes A représentent, donc indiquant en justifiant votre réponse la courbe qui représente la capacité C1. Montrez que I égale à l'instant t. Déterminer la valeur de C1, puis déterminer la valeur de R et E. Donc la question 1-1, l'équation différentielle. Donc UR plus UC égale E, selon la loi d'additivité. Donc RE plus UC égale E. Donc RI, on dérive par rapport au temps. R d2i sur dt plus d2uc sur dt égale 0. Et comme vous savez que I égale d2q sur dt ou d2uc sur dt, donc d2i c'est la dérivée seconde. Donc R d2i plus I fois sur C, donc d2uc sur dt c'est I sur C. Donc on obtient à la fin RC d2i sur dt plus I égale 0. La question, la détermination des constantes. Donc on a I égale A l'exponentielle moins t sur τ. La dérivée c'est moins A sur τ l'exponentielle moins t sur τ. Donc on remplace dans l'équation différentielle. On obtient moins RC fois A sur τ l'exponentielle moins t sur τ plus A l'exponentielle moins t sur τ. Donc on factorise par A l'exponentielle moins t sur τ. Cette équation est vérifiée quel que soit t si le terme entre parenthèses est nul. Donc τ égale R fois C. Donc il reste à déterminer A. Donc A est déterminé à partir des conditions initiales. Donc selon les conditions initiales, on a UC à l'instant 0 égale 0, condensateur initialement déchargé. Donc RI à l'instant 0 plus UC égale E. Donc I à l'instant 0 égale E sur R. Donc A égale E sur R. La question 1-2. Donc on a C2 supérieur à C1. Donc RC2 supérieur à RC1. Donc τ2 supérieur à τ1. Donc la courbe qui correspond à C2 est celle qui atteint le régime permanent, la dernière. Donc d'après les courbes, la courbe qui atteint le régime permanent, la dernière, c'est la courbe A. Donc la courbe A correspond à la capacité C2 et la courbe B correspond à la capacité C1. Donc l'augmentation de la capacité augmente la constante de temps, ce qui augmente la durée du régime permanent. Donc la courbe B, la durée du régime transitoire. La courbe B, la durée du régime transitoire est inférieure à celle dans la courbe A. Donc la courbe A correspond à C2 et la courbe B correspond à C1. La question 1-2-2, la valeur de I à l'instant t. Donc I à l'instant t égale 0,37 fois I à l'instant 0. Donc I à l'instant 0 c'est 6 mA. Donc on obtient 2,2 mA. La question 1-2-3, la valeur de la capacité C2. On sait que C équivalente égale C1 plus C2, car les deux condensateurs sont branchés en parallèle. Donc, τ2 et τ2 égale 6 millisecondes et τ1 égale 4. Donc, τ1 2,2. Donc, τ1 c'est 4 et τ2 égale 6. Ce qui implique que τ2 sur τ1 égale C2 sur C1 égale 3 sur 2. Donc, on remplace dans l'expression de la capacité équivalente. On obtient C équivalente égale C1 plus 3 sur 2 C1. Donc, C équivalente égale 5 demi C1. Donc, C1 égale 2 sur 5 C équivalente, ce qui implique que C1 égale 4 microfarads. 1, 2, 4, la valeur de R. Donc, τ1 égale RC1. Donc, R égale τ1 sur C1 égale 10 à la puissance 3 ohms. La valeur de E, on a I à l'instant 0 égale E sur R. I à l'instant 0 égale E sur R. Donc, E, c'est R fois I à l'instant 0 égale 6 volts. Deuxièmement, la décharge du condensateur dans une bobine. Donc, la question de 1, établir l'équation différentielle, vérifiée par la tension UR. Et la question de 2, trouver
R1, la valeur de R1. Donc l'équation vérifiée par la tension UR. Donc selon la loi d'additivité, on a UR plus UC plus UL égale 0 dans le circuit numéro 2. Donc lorsqu'on bascule l'interrupteur à la position 2. Donc UL plus UR1 plus UC égale 0. Donc L d2i sur dt plus R1 et plus UC égale 0. On dérive par rapport au temps, on obtient L d carré i sur dt carré plus R1 d2i sur dt plus duc sur dt égale 0. Donc on remplace duc sur dt par i sur c, puis on remplace i par ur sur r. Donc on obtient L R1 d carré UR1 sur dt carré plus DUR1 sur dt plus UR1 sur R1 fois C. Donc on remplace I par UR1 sur R1. UR1 sur R1. Enfin, on obtient d carré UR1 sur dt carré plus R1 sur L dit UR1 sur dt plus UR1 sur LC égale 0. La question 3, la valeur de R1 selon la loi d'additivité des tensions. On a UC à l'instant 0 plus UR1 à l'instant 0 plus UL à l'instant 0 égale 0. Donc puisque on a la tangente à l'instant t égale 0, donc je dois réfléchir à utiliser la tangente à l'instant t égale 0. Donc UC à l'instant 0 c'est E, plus UR1 à l'instant 0 c'est 0, plus UL c'est L sur R1 dit UR1 sur dt égale 0. Donc R1 égale moins L sur E dit UR1 sur dt. Donc dit UR1 sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe UR en fonction de t. Donc la tangente, le coefficient directeur de la tangente égale dit UR sur dt. Donc la valeur de la tangente, donc L c'est 0,1, E c'est 6. La tangente, on a deux carreaux verticaux, moins 0,2 sur demi-carreau, donc 0,5, 10 à la puissance moins 3, donc égale 6,67. Donc le coefficient directeur, donc deux divisions verticales, donc 0,2, et demi-division horizontale, donc 0,5, 10 à la puissance moins 3. La partie 2, l'étude d'un signal modulé. Donc on a la tension, la porteuse, Vp égale U max cosinus de P, et la tension qui représente le signal, plus U0, Vs S de T plus U0, avec S de T égale U max cosinus de P fois 10 à la puissance 3. La tension de sortie, US égale le produit, donc cette tension, et la somme de trois fonctions, M sur 2 cosinus de fréquence N1 et de fréquence F, et la troisième de fréquence N2. Donc la question 1, déterminer la valeur de N1 et N2. La question 2, donner le taux de modulation. La question 3, déterminer graphiquement le taux de modulation. Puis déterminer les valeurs de U0 et Umax. Donc on commence par la question 1. Donc comme vous savez que le développement de la tension modulée nous donne trois fonctions, la somme de trois fonctions sinusoïdales de fréquence N1 qui est F, grande F moins petit f, et N2 qui est grande F plus petit f. Donc F de la porteuse moins plus F du signal. Donc N1 égale F moins Fs, d'après les données. F, grande F, c'est 10 à la puissance 5. Petit f, ou la fréquence du signal, donc c'est 10 à la puissance moins 3. Donc 10 à la puissance 5 moins 10 à la puissance 3. Donc 9,9, 10 à la puissance 4 Hz. N2, c'est F plus Fs. Donc 10 à la puissance 5 plus 10 à la puissance 3. C'est 1,01, 10 à la puissance 5 Hz. La question 2, le taux de modulation. Donc le taux de modulation,
M égale SM sur U0. La question 3.1, la valeur de taux de modulation. Donc, d'après l'expression AD, on a deux inconnus, SM inconnu, U0 inconnu. Donc, pour déterminer la valeur de taux de modulation, on utilise l'autre méthode, l'autre expression. Le taux de modulation égale UM max moins UM min sur UM max plus UM min. Graphiquement, la valeur du UM max, c'est la valeur maximale, l'amplitude maximale du US de T. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, donc il y a 2 volts. Et la valeur minimale, c'est la valeur minimale de US. Donc, c'est un carreau. Donc, 2 sur 5, il y a 0,4. Donc, M égale 2, moins 0,4 sur 2 plus 0,4. Donc, c'est 0,67. La question 3.2, la valeur de U0 et UM. Donc, on sait que U0 égale SM sur M. Donc, d'après la figure, on a US de T en fonction de S de T. Donc, la valeur maximale de S de T, c'est SM. Et la valeur minimale de S de T, c'est moins SM. Donc, SM, c'est 0,5, 1, 1,5, 2. C'est 2 volts. Donc, U0 égale 2 volts sur 0,66, donc égale 3 volts. Elle reste à déterminer UM. UM, c'est l'amplitude de la porteuse. Donc, c'est PM. PM, donné dans le cours, donc c'est PM, l'amplitude de la porteuse. Donc, UM max plus UM min égale 2A. Donc, égale 2K PM, qui est UM dans cet exercice, fois U0. Donc, UM, c'est la valeur de PM, c'est PM, l'amplitude de la porteuse. Donc, UM égale UM max plus UM min sur 2K U0. Donc, et on détermine UM. L'exercice numéro 4, l'exercice de la mécanique. La partie 1, mouvement de chute verticale dans un liquide. Donc, le corps qui se déplace, il se met à son poids et la force de frottement et la poussée d'Archimède. Donc, la question 1, de détermination de l'équation différentielle. La question 2, détermination de la viscosité. La question 3, montrer que le tube utilisé est convenable. Donc, la question 1, l'équation différentielle. Donc, le système étudié, c'est la bille. L'inventaire des forces exercées. Donc, le poids dirigé vers le bas. La poussée d'Archimède, toujours dirigée vers le haut. La force des frottements contre le sens du mouvement. Donc, et comme le solide se déplace vers le bas, donc F, petit f, est dirigé vers le haut. Donc, l'application dans un référentiel terrestre, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, la somme des forces égale M à G. Donc, P plus FA plus petit f égale M à G. La projection sur l'axe OZ. Donc, PZ plus FZ plus F petit fz égale M à Z. Une remarque, la force de frottement s'écrit en fonction du vecteur unitaire K. Donc, la projection de F sur l'axe OZ, c'est moins 6P fois la viscosité fois R fois V. Donc, il suffit de supprimer le vecteur unitaire. Donc, si la fonction ou la force s'écrit en fonction du vecteur unitaire, sa projection sur l'axe est trouvée ou déterminée en supprimant le vecteur unitaire, par suppression du vecteur unitaire. Donc, la projection de ces forces, donc mg moins ρ de fluide fois le volume de fluide fois g moins 6p état r fois v égale m d de v sur dt. Donc, on divise par m, donc on obtient g facteur de 1 moins ρf fois vf sur m moins 6p état r sur m égale d de v sur dt. On déplace
ce qui est le terme qui contient la vitesse. Donc on obtient d de v sur dt plus 6p état fois r rho s fois v fois la vitesse égale g facteur de rho f fois v sur m qui est rho s fois v du solide. Donc d de v sur dt plus, on simplifie par le volume, on obtient à la fin d de v sur dt plus 1 sur temps fois v égale g facteur de 1 moins rho f sur rho s avec temps, c'est rho s fois v sur 6p état fois r. La question de l'expression de la viscosité en fonction de la vitesse limite. Donc d'après l'équation différentielle, d de v à un instant t plus 1 sur temps fois la vitesse à cet instant égale g facteur de 1 moins rho f sur rho s. Donc lorsque v égale v limite, la dérivée de v égale 0. Donc v limite, 1 sur temps v limite égale g facteur de 1 moins rho f sur rho s. Donc état égale rho s fois v fois g sur 6p r fois v limite facteur de 1 moins rho f sur rho s. La question 3, la valeur de la cote z. Donc z à cet temps égale, en remplaçant dans l'expression de z, on obtient 75,6 cm. Donc ce tube est convenable car le régime permanent est enregistré avant l'arrivée du fond du tube. Donc le régime permanent est atteint lorsque t égale 5 temps, au voisinage de 5 temps. Donc on a calculé z a pris 7 temps et on a trouvé que z est inférieur à la hauteur h. Donc ce tube est convenable. La dernière partie, c'est le mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur. Donc la question 1, en appliquant la deuxième loi de Newton, établir l'équation horaire. La question 2, déduire l'équation de la trajectoire. La question 3, trouver là où les valeurs qu'il faut donner à l'angle alpha pour atteindre une cible A de coordonnées XA égale 400 mètres et YA égale 100 mètres. Donc la question 1, l'équation horaire. Donc le système étudié, c'est le projectile. L'inventaire des forces, il y a le poids seulement. Dans un référentiel terrestre considéré galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Donc la somme des forces exercées égale M à G. Donc P égale M à G. Donc G égale A G. Donc les projections dans le repère nous donnent AX égale 0, AY égale moins G. Donc G et OY en deux sens opposés. Donc AY égale moins G. Ce qui implique de d de Vx sur dt égale 0. d de Vy sur dt égale moins G. Donc Vx égale constante. Donc d de Vx égale 0. Alors Vx égale constante. Égale la valeur de Vx à l'instant t égale 0. La valeur de Vx à l'instant t égale 0, c'est V0 cosinus alpha. Le côté adjacent de V0 de alpha. Donc V0 cos alpha. d de Vy sur dt égale moins G, une constante. Donc Vy, c'est une fonction affine. Donc Vy égale moins Gt plus une constante. Moins Gt plus V0y. Donc c'est moins Gt plus V0 sinus alpha. Donc après une intégration, on obtient x V0 cos alpha t plus x0. C'est V0 cos alpha t. Et y égale moins 1 demi Gt carré plus V0 sinus alpha t plus y0. Donc égale moins 1 demi Gt carré plus V0 sinus alpha. Voilà les équations horaires. La question 2, l'équation de la trajectoire. Donc d'après les équations horaires, donc il faut simplifier la date t à partir des deux expressions. Donc l'équation 1 nous donne que la date égale x sur V0 cos alpha. On remplace dans l'équation 2, on obtient y égale moins 1 demi gx carré sur V0 cos carré alpha plus V0 sinus alpha fois x sur V0 cos alpha. Ce qui nous donne que y égale moins 1 demi g x carré facteur de V0 cosinus alpha au carré plus
x tangente alpha. La question 3.1, les valeurs de l'angle. Donc pour que le projectile atteigne la cible A, les coordonnées de A doivent vérifier l'équation de la trajectoire. YA égale moins 5 10 à la puissance moins 4, on a calculé moins 1 demi-g sur V0 carré, plus XA tangente alpha. Donc on remplace cosinus alpha au carré par 1 plus tangente carré alpha. Donc on obtient une équation de second degré. Après détermination du discriminant, on trouve que alpha 1 égale 26,6 et alpha 2 égale 77,5. La question 3.2. On fait varier l'angle alpha, soit c'est la courbe dans le plan X ou Y qui limite l'ensemble des points pouvant être atteints par ce projectile. Cette courbe porte le nom de parabole de sûreté. Montrez que l'équation de cette courbe s'écrit sous la forme. Donc, la courbe de sûreté, donc comme les points M appartiennent à la trajectoire, donc ils doivent vérifier l'équation de la trajectoire, quel que soit alpha. De la même manière, on remplace cosinus alpha par 1 plus tangente carré alpha. Donc 1 demi gx carré sur v0 carré tangente carré alpha, moins x tangente alpha, plus 1 demi gx carré v0 carré plus y égale 0. Donc on a déplacé tous les termes au premier côté pour exprimer l'équation sous forme d'une équation de second degré. Donc delta de cette équation égale x carré moins 4 facteur de 1 sur 2 gx carré sur v0 carré fois 1 demi gx carré sur v0 carré plus y. Donc cette équation a trois solutions. Soit elle n'a pas de solution, c'est delta est supérieur à 0, soit est inférieur à 0, il n'y a pas de solution dans R, soit elle a deux solutions, c'est delta est supérieur à 0, soit il a une solution unique, c'est delta égale 0. Donc comme on a une seule courbe qui limite cette zone, donc on va déterminer les valeurs de delta, les valeurs ou l'équation pour x égale, pour delta égale 0. Donc c'est la frontière entre les points qui vérifient la trajectoire et les points qui ne vérifient pas la trajectoire. Donc delta égale 0, c'est-à-dire que cette expression égale 0. Donc par développement, on obtient x carré moins g carré x4 sur v04 moins 2g x carré sur v0 au carré fois y égale 0. Donc moins 2g x carré sur v0 carré y moins x carré plus g carré x4 sur v04. Donc on simplifie par x carré et on fait déplacer et on déplace 2g sur v0 carré. L'autre côté, on obtient y égale v0 carré sur 2g moins g fois x carré sur 2v0 carré. Voilà la correction de la partie de la physique de l'examen national session de rattrapage 2020 et à la prochaine vidéo dans un autre examen, Inch'Allah.